Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast où les paroles engagées font trembler les murs du silence. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste. Ma mission à ce micro, transformer vos hésitations en déclarations, vos murmures en manifestes. Mes invités vous ouvrent la voie, VOIE, et ensuite c'est à vous de jouer. Rappelez-vous de ma maxime favorite, dire plutôt que taire. Attachez vos ceintures, cet épisode risque bien de secouer vos certitudes et c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Bon, et c'est pas tous les jours que je reçois une femme qui a trouvé comment faire économiser 95,2 milliards d'euros par an à la France. Et proportionnellement autant à tous ses États copains européens. Et un homme féministe. Ça va décoiffer. Bon, mais avant, la petite histoire. Il y a un an à peu près, avec une amie, nous poussions la porte de la librairie La Friche, à Paris. Et sur l'immense table centrale, jonchée de livres à gogo, mon regard est attiré par ce titre. Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient en femmes. Un tantinet provocateur. Alors évidemment, j'adore, j'achète, je lis, et là, mes yeux sortent de leurs orbites. 95,2 milliards d'euros par an. Voilà ce que nous coûte la virilité telle qu'elle est promue dans nos sociétés. Mais c'est astronomique. D'autres chiffres stupéfiants ? 84% des responsables d'accidents mortels sur la route sont des hommes. Bye bye le fameux « femme au volant, mort au tournant ». 96,3% de la population carcérale est masculine. Bon les gars, il va vraiment falloir faire quelque chose. Mais oui, tous, et même mon pote qui samedi dernier me disait « Quoi ? Nous, les hommes, se comporter comme des femmes ? Tu plaisantes, j'espère. » Eh ben non. Lucille Pétavin, historienne, essayiste, cofondatrice de l'association Gender et Statistiques, a sorti sa calculatrice, compilé un nombre d'études et d'ouvrages colossal pour démontrer que si les hommes se comportaient effectivement comme des femmes, on pourrait financer quelques hôpitaux, des écoles, des théâtres plutôt que des tribunaux et des prisons. Pas mal, non, comme perspective. Deuxième chapitre de ma petite histoire, lors d'un événement organisé par PwC à Luxembourg en mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, j'ai eu la chance d'écouter un homme parler avec fougue aux autres hommes de leur responsabilité dans ce système. Ah non, pas pour les culpabiliser, mais pour les inviter à faire partie de la solution. De sa position d'homme blanc privilégié, il bouscule d'autres hommes blancs privilégiés qui, oui, lui prêtent une oreille. Sébastien Garcin, entrepreneur, CEO de YZR, une start-up d'IA générative pour l'e-commerce, fondateur du collectif Men at Work, auteur de la newsletter Héraclès et activiste féministe, transforme sa propre entreprise en laboratoire d'égalité parfaite. Et, surprise, tout le monde y gagne. Ah ben, deuxième perspective plutôt sympa, non ? Alors, comble du comble, il cite les chiffres de Lucille, qu'il connaît bien. Alors, ni une ni deux, on se retrouve à Paris pour enregistrer cet épisode. Et ces deux-là, ils ont vraiment une prise de parole forte, évidemment engagée, incisive, incarnée, qui s'élève pour briser le statu quo. Ils nous poussent toutes et tous à repenser notre rapport au genre pour construire une société non seulement plus juste, mais aussi considérablement plus riche, vous m'avez bien entendu, et plus paisible. Salut Sébastien, salut Lucille. Salut. Bonjour. Alors Lucille, je commence par toi, non pas parce que il faut faire Ladies First, mais parce qu'en fait c'est toi que j'ai découvert la première, avec ton livre au milieu comme ça, d'une immensité de livres sur une table, qui m'a appelée.
Alors, dans ce fameux livre qui s'appelle Le coût de la virilité, tu chiffres à peu près 100 milliards d'euros par an le coût des comportements entre guillemets virils. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de prendre la parole avec cette analyse qui bouscule autant d'idées reçues? Alors je pense que le courage, je l'avais parce que je suis féministe de longue date et quand on est féministe, il faut du courage. Mais c'est vrai que je trouvais que à l'époque, on s'intéressait encore peu aux hommes et aux masculinités et j'avais bien conscience que, il fallait qu'on aille dans cette direction parce que les premiers responsables des violences faites aux femmes, mais de l'immense majorité des violences dans la société, sont le fait des hommes. Et donc, voilà, je me suis intéressée à ce sujet par une approche statistique, économique qui était innovante. Et j'ai bien senti que ça pouvait être un très bon argument justement pour changer les choses. Voilà, et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure incroyable de l'estimation du coût de la virilité. Qui est juste hallucinant en réalité. Quand on le découvre, quand on épluche au fur et à mesure, on se dit ah non mais et c'est vrai parce qu'on n'a pas l'impression, il y a le coût, ok le chiffre global, mais après quand on décortique, quand on voit tous les chiffres que tu donnes et comment ça, jusqu'où ça va en fait, ça infiltre tout, c'est incroyable. Et relire aussi l'histoire, je trouve que c'est vraiment passionnant. Mmh. Oui et encore, il faut savoir que c'est une estimation, elle est largement sous-estimée parce que j'explique dans mon livre qu'il y a une difficulté à avoir accès aux données, ventilées par sexe pour chaque type d'infraction. Ça commence à changer un petit peu, mais à l'époque, en plus, voilà, je travaillais toute seule, donc ça a été une des difficultés. Et puis aussi, oui, j'ai pensé ce livre comme une boîte à outils, c'est-à-dire, je m'imaginais, voilà, une femme surtout parler de violences masculines et de ce qu'on allait pouvoir lui rétorquer. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est la testostérone. Oui, mais voilà. Voilà. Et donc j'ai développé toute cette première partie en déconstruisant toutes ces idées reçues par une approche très scientifique. Voilà, j'ai croisé les champs disciplinaires, que ce soit l'anthropologie, la biologie, la paléohistoire, etc. Et puis après, cette approche très mathématique avec tous les calculs, toutes les sources. Voilà, j'ai rien laissé au hasard en fait, parce que je me doutais bien que ça a été une approche, voilà, sur laquelle on allait peut-être pouvoir m'attendre au tournant. Et donc, il était très important que je sois irréprochable à la fois dans ma méthodologie et à la fois dans l'explication de cette méthodologie. On peut dire quand même que c'est réussi. Alors toi, Sébastien, c'est un autre livre dans lequel tu t'exprimes pour commencer, c'est Le sommet de la pyramide. Donc tu racontes un peu ton parcours, ta prise de conscience. Comment est-ce que tu as trouvé ta voix en tant qu'homme féministe et comment cette voix a pu évoluer au fil du temps? Ma voix justement, VOX et VOIE, ça a vraiment fait partie, du travail de réflexion dès le début. Je dois dire, j'ai été poussé dans la piscine du féminisme, par mon épouse, où je me suis retrouvé, un peu par hasard dans un groupe Facebook. Ça remonte à 2013, donc ça remonte à l'époque où Facebook était encore un canal militant important. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans un groupe féministe très radical, misandre, et honnêtement, je sais pas ce que je faisais là, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant, éclairant. Ça m'a permis en anglais on dit join the dots, de rejoindre les points de plein de choses que je savais, parce que finalement les violences faites aux femmes on les connaît, les comportements toxiques des hommes on les connaît, mais c'est le regard féministe qui les relie et qui les exprime dans un système. Et j'ai trouvé ça intellectuellement passionnant, en plus de toute l'empathie que je pouvais éprouver pour les victimes qui s'expriment dans ce champ-là. Et c'est toujours à la fois la rationalité scientifique de l'approche féministe et l'existence des souffrances de nos congénères humains que sont les femmes, qui pour moi constituent la base de ce que devrait être l'engagement de tous les hommes. Et c'est justement en constatant l'absence de mes congénères masculins, la quasi-absence de mes congénères masculins dans ce champ, l'incapacité à voir émerger un dialogue constructif, c'est-à-dire que, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, on vit surtout un échange d'invectives, qui m'a conduit à penser qu'il fallait faire un travail de vulgarisation,
finalement. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la découverte de ce système, la découverte de la mise en cause massive des hommes dans ce système, quand on est un homme, elle est extrêmement inconfortable. C'est comme ça. Mais peut-être que la vie m'a favorisé, parce que je suis très favorisé par ailleurs, pour arriver à supporter cet inconfort, à dépasser cet inconfort et à me convaincre que je devais travailler sur cet inconfort. Et ça me mettait en position de faire ce travail de médiation vis-à-vis d'autres hommes qui ont peut-être plus de difficultés à dépasser cet inconfort. Alors, tu viens de l'évoquer et c'est une question évidemment qui me taraude pour chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous avez fait face aux résistances et aux oppositions? Alors moi, j'ai quand même la chance d'être plutôt épargnée quand je vois ce que peuvent vivre certaines de mes camarades féministes. Notamment, je suis épargnée sur le volet appel au viol, menaces d'agression sexuelle, tout ça, je n'en ai pas, ou alors très très peu, quoi. J'en ai eu très très peu. Parce que je pense que comme mon approche, elle est statistique et économique, je pense que je suis protégée quelque part par les chiffres. Par contre, là où je dois faire face à beaucoup d'adversité, c'est sur le mansplaining, où les hommes vont m'expliquer que je n'ai rien compris à ma méthodologie, à mon sujet. Et même pour eux, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de joute intellectuelle comme ça, où ils vont absolument essayer de trouver la faille à mon travail. Et je dois dire que là, les hommes ne me déçoivent pas parce qu'ils ne manquent pas d'imagination. Et c'est vrai que quand je donne des conférences, alors j'ai bien conscience de la puissance du sujet, à quel point il peut changer des mentalités, à quel point voilà, il peut permettre même des révélations sur tous ces chiffres, voilà. Mais c'est vrai que souvent, il y a une petite part de résistance, je dirais, allez, souvent hein, des hommes, voilà, et là, vraiment, ils vont y mettre tout ce qu'ils ont pour me dire que je me suis trompée quelque part. Alors voilà, la phrase que j'entends tout le temps qu'ils adorent, vous confondez corrélation et causalité, les genres de trucs. Enfin voilà, bon ça c'est... Et je dois dire que c'est quand même pas anodin et évident pour moi. Surtout au début quand j'ai commencé à donner des conférences, parce que j'en ai donné beaucoup beaucoup en 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire que je sais quand même jamais à quelle sauce je vais être mangée. Et quel argument saugrenu auquel je n'aurais peut-être pas pensé, on va me sortir et il va falloir du tac au tac voilà, que je trouve une réponse. Et parfois, je suis un être humain fatigué aussi et que il m'est arrivé effectivement de sortir de certaines conférences avec une boule dans le ventre et en me disant mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que j'ai mal expliquer ou qu'est-ce que j'aurais dû dire pour que ils comprennent ou les convaincre mais en fait je pense que le problème vient pas de moi, qu'il y a des hommes qui ne veulent pas être convaincus. Parce que quand on me dit ah mais les statistiques on peut leur faire dire ce qu'on veut, ah mais la science on peut voilà la science on voit bien d'un siècle à l'autre ça change, donc je veux dire bon il y a un moment en fait où je ne peux pas les convaincre s'ils n'en ont pas envie. Là on est face à de la mauvaise foi et que j'espère juste que le travail fera peut-être son chemin et je veux bien comprendre que voilà, si je donne une conférence de 45 minutes, 1 heure et que des hommes découvrent le sujet, souvent ils se sentent en plus attaqués dans ce qu'ils sont et que bah, ils peuvent ne pas être convaincus en 1 heure de temps et qu'il en faudra peut-être plus. Mais en tout cas, tout ça, ça a aussi un coût pour moi et je l'ai pas trop réalisé en 3 ans. C'est au bout de 3 ans en fait que j'ai réalisé à quel point j'étais quand même intérieurement assez fatiguée et épuisée. Mais après, je crois tellement en ce que je fais que je trouve toujours la ressource pour ne pas lâcher. Ça veut dire que même quand on s'appuie sur des choses concrètes, on peut quand même se heurter à de la résistance qui est finalement assez logique parce que comme tu l'as dit, des gens qui n'ont jamais entendu parler du sujet ou qui n'imaginent pas à quel point c'est aussi vaste, Ouais. effectivement, ça peut
On a tous cette manière de réagir. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui nous apprend demain qu'on a un cancer, on a aussi ce déni peut-être Mhm. parfois de dire, mais non, mais c'est pas vrai, vous avez dû vous tromper. Enfin, je m'imagine un peu dans ce sens-là. Mais en tout cas, merci d'avoir témoigné à ce micro que même quand on veut s'engager, même quand on est sur des choses très, tu l'as dit, statistiques, réfléchies, calculées, identifiées, même avec ça, c'est difficile de faire passer un message. Oui, puis je pense que quand on parle de virilité, moi, alors ce que j'explique souvent, c'est que déjà, virilité ne veut pas dire homme, parce que bien souvent, quand je suis dans une conférence, il y a beaucoup d'hommes, je sors déjà ce drapeau blanc. C'est la première chose que je dis pour détendre tout le monde, parce que voilà, les hommes vont dire, ah mon Dieu, mais elle a calculé le coût des hommes, elle s'en prend à nous, etc. Non, j'explique bien que je m'en prends à des valeurs culturelles, que je questionne une éducation, etc. Et puis aussi parce que quand on parle de virilité, on touche véritablement aux valeurs qui sont constitutives de l'identité masculine. Et donc effectivement, on touche à quelque chose de l'ordre de l'identité des hommes, quoi. Vraiment à ce qui les constitue, à ce qu'on attend d'eux. Donc je pense que c'est ça qui est difficile. Mais ça, je pense que Sébastien... Oui, ben, Plus. Sébastien, on te passe la parole. Quelque chose à dire sur le sujet, toi, en tant qu'homme? Ah, déjà, le contraste important, c'est que il n'arrive presque jamais qu'un homme me contredise. Ok, ok. On s'en va bien, c'est bon. Ça, c'est la grande injustice. Alors, oui, je vais avoir des débats, etc. Mais je connais très bien les controverses auxquelles Lucie fait face, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Oui, Parce que quand Lucie a sorti son livre, elle a publié un post sur LinkedIn qui a été repartagé par une de mes amies, Ginevra, qu'on salue ici. Et j'ai tout de suite vu, je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, l'approche était, le sujet m'intéressait. Et j'ai tout de suite vu sous le post de Lucille des mecs qui venaient lui expliquer la vie. Alors j'ai contacté Lucille que je ne connaissais pas en lui demandant est-ce que à l'époque on se voyait, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'intervienne, etc. Donc elle était ok. Et c'était un 8 mars et j'y ai passé la journée à faire de la contre-attaque, à faire de la pédagogie, etc. Et déjà, premier effet, ça fait monter fortement la visibilité du club de Lucille. Il me tenait au courant toutes les heures. Voilà. Et on va y arriver, Lucille, on va Voilà. arriver à je sais pas Je sais combien. pas combien d'arriver, mais c'était pas mal. Donc déjà, c'était une première contribution. Et c'est surtout, en fait, c'est pas la première fois que je fais ça. Là, ça a été à grande échelle, mais c'est pas la première fois que je fais ça. Pourquoi? Parce que quand on est un homme et qu'on estime qu'on veut s'allier aux luttes féministes, l'une des choses qu'on peut faire, c'est de prendre le relais de la pédagogie. C'est-à-dire que quand on est un peu au courant du système, de ce qui s'y passe, et même si Lucille y apportait un éclairage qui était inédit, fondamentalement, ces choses-là, on les connaît. Mon travail n'était pas de la défendre, elle se défend très bien toute seule, mais de prendre le relais de la pédagogie. Déjà, c'est une tâche en moins, et deuxièmement, c'est moins de fatigue pour moi parce que je suis un homme et parce qu'on ne va pas remettre en question mes compétences. On peut remettre en question ce que je dis, on peut ne pas être d'accord, mais on va jamais me challenger sur mes compétences. Et plus je vais afficher d'expertise, plus les gars en face de moi vont vouloir argumenter, mais avec une certaine politesse et un recul. Et cette force qu'on a, nous, les hommes, vis-à-vis des autres hommes, ça fait partie des choses que j'enjoins mes camarades masculins à utiliser, mais dans la bonne direction. C'est-à-dire que la bonne direction, c'est pas d'aller s'adresser aux femmes, la bonne direction, c'est de s'adresser aux autres hommes. Parce que je répète cette notion d'inconfort. Pourquoi on peut envoyer tous les éléments rationnels du monde. Effectivement, les gars, ils tombent un peu de leur chaise, etc. Ils se sont remis en question dans leur truc. Donc déjà, c'est un premier problème. Et en plus, c'est une femme qui émet le message. Ah, double problème. Oui. Et donc, la réaction à cet inconfort, la plus simple, c'est de venir essayer de faire taire le messager. Ça reste une bonne mission collective qu'on se donne, nous les hommes, hein, c'est de faire taire les femmes qui parlent. Alors, quand en plus elles parlent avec science, on a encore plus d'enjeux à les faire taire parce elles nous mettent dans une position difficile. Donc voilà, c'était la rencontre avec Lucie, c'était aussi un bon exercice d'expression d'un rôle d'allié tel que j'essaye de le promouvoir. Et alors, j'ai envie de vous poser la question à chacun d'entre vous sur passer de la théorie à l'action. Alors, tu viens de dire, Lucie, les conférences, Sébastien, tu interviens souvent aussi en entreprise.
Lucie, tu as publié, enfin, tu es co-auteur du livre Sororité le Pacte. Tu as lancé un hashtag sur cette thématique Sororité le Pacte. Est-ce que tu as l'impression que ça va transformer cette idée de l'importance de la solidarité des femmes en action concrète? Et à toi, Sébastien, j'ai envie de demander, dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu fais en sachant que tu as aussi lancé une newsletter qui s'appelle Héraclès, il me semble, qui est destinée aux hommes, et puis un site carrément sur déconstruisons, c'est quoi, déconstruisons l'homme blanc, c'est ça J'y reviendrai si tu veux. De toute façon, on va Mais laisser Lucie voilà, donc tous répondre. les deux, comment est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez pousser les gens à agir, à pas juste être là face à des chiffres, excuse-moi, qui sont un peu Mm. froids, entre guillemets, mais Mm. vraiment de justement faire qu'à un moment donné, Mm. on pourra te dire, ah ben non, ces chiffres ne sont plus les bons. Bah, déjà, je pense que le fait que nous écrivions des livres, comment dire, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est la prise de conscience. S'il n'y a pas de changement de mentalité, enfin, le changement de mentalité, c'est le préalable au changement des pratiques. Voilà. Et ça, déjà, c'est énorme. Et sur les sujets qui nous concernent, on voit bien les résistances qu'il y a encore, les impensés qu'il y a encore. Et donc, je pense que des livres, on pourrait encore en écrire beaucoup. Bon, ça, c'est la première chose. Après, comment est-ce qu'on passe à l'acte? Alors, bah, sur la question de la sororité, moi, je me suis beaucoup intéressée aux hommes. Donc là, on s'est intéressé aux femmes. Comment est-ce que les femmes peuvent être solidaires entre elles? Alors effectivement, il y a ce hashtag, mais il y a aussi un pacte, parce que le cœur du livre sur la sororité, là, qui est sorti aux éditions du livre de poche la semaine dernière, je crois, c'est un pacte avec des articles très concrets sur comment être sa propre sœur, parce que bien souvent on peut être bien toxique avec nous et le patriarcat nous apprend, nous les femmes, à nous dévaluer, donc comment est-ce que voilà, on est bienveillante avec nous-mêmes, bienveillante avec les autres femmes, ou au moins ne pas leur nuire. Donc voilà, on a voulu dans ce livre avoir un apport très concret et faire signer ce pacte au plus grand nombre de femmes possible. Donc ça, c'est une façon, par exemple, effectivement, d'agir. Après, sur la question des hommes, moi aujourd'hui, je fais de plus en plus. Alors oui, je donne des conférences pour sensibiliser le grand public, mais aussi je fais du plaidoyer pour essayer de changer les politiques publiques, parce que tout ça relève de schémas culturels et donc il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir et à toutes les strates de la société. Parce que changer les mentalités sur des questions d'éducation, d'égalité entre les hommes et les femmes, ça commence très tôt dans la vie des enfants et puis tout le long de leur vie. Donc oui, il y a des choses à faire auprès des parents, auprès de l'éducation nationale, de la culture, etc. Donc il y a à la fois la prise de conscience et puis après, effectivement, quelles propositions et comment est-ce que on interpelle les politiques publiques et on les convainc d'agir. Alors, je me permets juste une remarque qui me traverse l'esprit Mm, quand tu viens de parler de culture. mm, J'ai assisté à Luxembourg il y a pas très longtemps à un concert uniquement fait par des femmes mm, qui interprétaient des femmes mm, et qui date d'il y a longtemps, mm. pas juste des femmes qui viennent écrire des œuvres, quoi. Et c'est impressionnant de voir combien sont passées en fait à la trappe, sous silence depuis des années, alors qu'il y a énormément de matière Mm. qui existe et qu'elle nous expliquait qu'aujourd'hui, s'il y a plus de femmes maintenant dans les orchestres, c'est qu'ils ont mis en place, et ça a commencé aux États-Unis, je crois que de mémoire, c'était un des orchestres à Boston qui avait implémenté ça. C'est-à-dire que pour avoir des auditions, ils avaient mis un rideau pour pas voir qui était là. D'accord. Et puis, ils voyaient pas Mm. forcément de changement. Et ils se sont rendus compte que le changement ne venait pas parce que les femmes venaient en talons et qu'on entendait les talons des femmes. Et du coup, ils ont mis des tapis et de là, ils se sont rendus compte que ils arrivaient à avoir une parité. Mm. C'est fou quand même. Mm. Mm. Le biais de genre, voilà, c'était juste une idée qui me venait, enfin, et là, c'est une action concrète en réalité, je Ouais, mais pense. par exemple sur un tout autre sujet, sur un changement de mentalité, parce qu'il faut quand même comprendre que sur certains sujets, on en est encore loin. Parce que nous, là, on est éclairés, on se dit, ah mon Dieu, mais c'est tellement évident, alors pourquoi est-ce qu'on passe pas à l'action? Mais par exemple, sur moi, mon sujet sur les violences des hommes, je prends un exemple aux États-Unis, quand il y a des tueries de masse, la première chose qu'on entend, c'est il faut interdire les armes.
Alors très bien d'interdire les armes, mais enfin bon, les armes ne tuent pas toutes seules, hein. 97% des auteurs de tueries de masse sont des hommes. Non mais ça c'est quand même voilà, ou sur la route là il y a eu quelques temps un chauffeur avec un SUV qui a tué un cycliste Oui, volontairement. oui, oui. Il faut interdire les SUV en ville. Alors très bien si on les interdit parce que je pense que c'est peut-être plus dangereux qu'une petite voiture, mais enfin les SUV ne tuent pas tout seuls. En fait on en est encore là sur ces sujets-là. Voilà, c'est pour ça que je parle de ce travail à faire sur tous ces impensés et il y a encore du boulot quoi. Je vais réagir à une des remarques de Lucide de dire qu'il faut écrire des livres. Même s'ils sont peu lus, ils sont quand même lus. Et à titre personnel, moi, ma transformation, elle est venue à travers la lecture de livres ou, parce que je peux pas lire tous les livres, le fait d'écouter les auteurs et surtout les autrices qui en parlent. Donc ça, c'est un premier élément, effectivement, faut continuer. Et l'une des choses, et le livre de Lucie y a beaucoup contribué chez moi, l'une des choses qu'on comprend quand on découvre ce continent inconnu, c'est qu'il faut apprendre à genrer son regard sur le monde en général et sur l'actualité en particulier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à genrer son regard sur l'actualité, on s'aperçoit que globalement, c'est les mecs qui foutent la merde. On peut parler de violence dans le football, mais tous les supporters, quasiment tous les supporters sont masculins. Et puis il y a tous les autres exemples de Lucille qui sont très éclairants. Donc c'est vrai que pour l'instant, le journalisme fait peu ce travail, malgré Alice Coffin qui intervient en parlant de la neutralité, qui est la subjectivité des dominants, etc. Mais quand on reçoit le message, en tout cas, on peut apprendre à chausser les lunettes du genre et à le comprendre sous cet angle-là. Donc ça c'était ma première réaction et je ne me souviens plus de la deuxième partie de la En question. fait, la question était de l'ordre de la mise en action et je Oui, citais les choses que tu avais mises en place. tout à fait. Alors, fin 2018, j'ai fondé une start-up de tech dans la French Tech. Et ça m'a servi de lab finalement pour mettre en œuvre concrètement ce que j'avais commencé à toucher du doigt dans ma rééducation féministe accélérée. Pourquoi? Parce que la French Tech, c'est un magnifique exemple de boys club. 90% des fonds levés par les startups sont levés par des startups fondées par des hommes. Donc là, on est dans un accaparement. Et lever des fonds, c'est pas le seul moyen de développer une entreprise, mais c'est un moyen magnifique pour créer rapidement de la croissance et puis surtout accumuler énormément de patrimoine intellectuel. Parce que quand vous montez une start-up, que vous levez de l'argent, tout va très très vite et en quelques années, vous apprenez autant que d'autres en 10 ans. Et donc, c'est des opportunités formidables. Et quand on a monté cette start-up, on était deux mecs blancs, tout ce qu'il y a de plus cliché. N'empêche qu'on s'est dit très vite, après notre troisième recrutement d'ingénieurs masculins, que ça allait pas aller, qu'on n'avait pas envie de refabriquer un mini boys club à l'intérieur de ce grand boys club, et on a décidé que cette start-up, donc au Wiser, serait à parité exacte. Et là, on a essayé plein de trucs, et qui ont plutôt bien marché, parce qu'on est parvenu à la parité exacte, à travers pas mal de leviers. Alors on a essayé la discrimination intentionnelle, on a retravaillé sur les biais dans les recrutements, on a travaillé sur les biais sur les promotions, sur l'attribution des augmentations de salaire, sur la qualité de vie au travail, etc. On a mis en œuvre plein de trucs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais l'un des apprentissages principaux qu'on a fait dans ce travail-là, c'est de découvrir que quand on se donne comme objectif d'améliorer la qualité de vie au travail des femmes dans une entreprise, on améliore significativement la qualité de vie au travail de tout le monde. Et ça j'ai des exemples chiffrés là-dessus. Donc ça a été de ce point de vue-là ce lab a été une vraie réussite parce qu'il m'a permis d'essayer des trucs et de vérifier que ça marchait et que ça marchait pour tout le monde. Que c'était pas juste un truc pour favoriser les femmes, que ça favorisait tout le monde. Donc ça c'était un apprentissage important. Et maintenant j'essaye de scaler cet apprentissage à travers un collectif qui s'appelle Men at Work, où en fait on fait quelque chose qui n'a étonnamment jamais été fait. C'est-à-dire que dans les problèmes d'égalité hommes-femmes au sein des entreprises, il y a pas mal de choses autour du comportement, de la façon dont est structurée la boîte. On développe des discours, des méthodes et des animations sur ce sujet, mais adressés spécifiquement aux hommes. Ce qui nous permet d'avoir un discours très anglais sur les comportements qu'on attend d'eux, les choses qu'ils pourraient mettre en place dans leur boîte en tant que dirigeant, en tant que manager, voire en tant que fondateur,
Et parce que le message, quand il est adressé aux hommes spécifiquement, va être particulier. Ça va pas être le même quand on adresse un message de ce type à l'ensemble de la population. Alors, il serait où le point de rencontre entre le travail de Lucille et ce que tu dis sur le fait de s'adresser spécifiquement aux hommes? À quel moment on se rejoint? Alors moi, j'ai une réponse là-dessus. Ah ben, je l'attends. Dans ce travail que je fais, qui est pas un travail scientifique. Je suis pas un scientifique, je suis un activiste militant. Mais j'essaye d'avoir une approche la plus rationnelle possible. Et ça nous a conduit, parce qu'on est plusieurs, à rencontrer beaucoup d'hommes. Et des hommes alliés. Un homme allié, c'est quelqu'un qui va pas faire de la controverse stérile quand Lucille va émettre ce genre de message, qui va l'entendre. Alors, il peut poser des questions, mais qui va d'abord se remettre en question lui-même. C'est ça, je dirais que c'est les premiers pas. Et des alliés, en fait, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'ils sont silencieux. Moi, ma stratégie, c'est chez ces gars-là, aller chercher ceux dont on aimerait qu'ils commencent à s'exprimer, en fait. Parce que c'est quoi l'objectif? C'est de changer le climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un climat où les hommes masculinistes s'expriment en toute impunité, où les hommes, peut-être pas masculinistes, mais franchement machos, un peu sexistes et misogynes, s'expriment en toute impunité. Et les seules personnes qui viennent les contredire, généralement, sont des femmes et des femmes militantes. Moi, je veux que ça change. Je veux qu'il y ait des mecs qui leur disent: Jean-Michel, ce que tu viens de dire là, c'est pas du tout ok, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est vraiment la stratégie, qui est pas d'aller convaincre Jean-Michel, mais c'est d'aller faire en sorte que l'environnement de Jean-Michel, j'ai rien contre les Jean-Michel, j'ai pris Bah non, mon chéri s'appelle Jean-Michel. Je t'ai poussé un message avant. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ce que je veux, c'est changer le climat. Je veux qu'il y ait des gars autour de lui qui lui disent: non, non, mon gars, faut que t'arrêtes avec ça, c'est fini. C'était valable avant, aujourd'hui c'est terminé. Donc c'est ça l'objectif. Et pourquoi, quel est l'intérêt des hommes à s'engager là-dedans? C'est qu'en fait, ils ont tout à gagner. Moi, 100% des hommes alliés autour de moi, ils ont tout gagné. Ils ont rien perdu, ni en termes de privilèges, ni en termes de pouvoir, ni en termes de points de virilité, ni rien. Ils ont tout gagné. Ils ont gagné en termes de santé mentale, santé physique, qualité de leur relation avec quand même la moitié de l'humanité qui s'appelle les femmes, fierté, alignement avec leurs valeurs. Donc en fait, tous les hommes qui ont fait ce chemin, ils se regardent derrière, ils se disent: mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Et c'est cette découverte que je cherche à faire partager au plus grand nombre. Bah, en tout cas, merci parce que ça fait chaud au cœur de t'entendre et sentir que tu es heureux de l'avoir fait et de te rendre compte qu'il y a finalement, comme tu l'as dit, plein de gens qui sont des alliés. Mmh. Alors, tous les deux, quel style de communication vous choisissez quand vous vous adressez aux gens? Alors, en fonction évidemment du public, bien sûr, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une stratégie qui fonctionne mieux qu'une autre? Lucie, tu nous as parlé effectivement tout à l'heure des chiffres, de l'approche scientifique qui cloue le bec à un bon nombre, mais pas tout le monde non plus. Mais peut-être que cette approche, elle peut être un peu rigide, un peu rugueuse pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a d'autres façons de communiquer en fonction du public? Alors, quand j'interviens, je fais quand même deux, trois blagues pour détendre l'atmosphère, mais Waouh. j'avoue qu'en fait, je sais qu'on m'attend au tournant, je sais que je suis une femme, je sais à quoi je ressemble, je sais que tout ça joue contre moi, quand même, faut pas se mentir. Je le vois bien, par exemple, quand j'interviens toute seule dans des conférences, ce que j'expliquais tout à l'heure, après les questions, mais ce moment d'échange. Je supporte pas ce mot parce que c'est pas un moment d'échange, c'est un moment où je vais m'en prendre plein la poire. Exactement. Et donc ouais, pour moi, c'est un moment où bien souvent, il va falloir que je tienne bon. Et je ne peux pas me permettre en fait de sortir de mon rôle un peu peut-être rigide ou un peu voilà, études, stats, voilà, parce que je sais que si je flanche un peu, si je suis pas très sûre de moi, si voilà, ça va être tout de suite: ah ben tout ce qu'elle vient de dire tombe à l'eau en fait. Voilà. Donc ça, j'ai bien conscience qu'il faut que je sois extrêmement rigoureuse, que je ne flanche pas, que je tienne bon, ce que j'ai expliqué pour moi, hein, ce qui demande quand même pas mal d'énergie. Et où j'ai pu voir effectivement dans des tables rondes où quand je suis avec des hommes,
Et donc moi je viens de démontrer par A plus B, j'ai fait appel à toutes les études que j'ai pu regrouper, voilà, pour convaincre les hommes. Et s'il y a un homme dans la table ronde avec moi, il va dire, ouais les mecs, allez, je le dire entre nous, on a tous été un petit peu... Et là ça passe. Donc en fait je vois bien ce deux poids deux mesures, mais je ne pense pas que je puisse me permettre de sortir de mon rôle vraiment d'experte et de... Voilà. Mais ça, c'est quand même aussi une posture intéressante à diffuser. Je veux dire, parce que on parlait d'éducation tout à l'heure. Est-ce que Ouais. peut-être dans un futur proche ou lointain, tu envisages à un moment d'aller intervenir, ou peut-être que tu l'as déjà fait, dans des lycées, des écoles, et là, forcément, du coup, le discours, il va devoir être ajusté. Parce que donner des chiffres, oui, ok, pour certains, ça veut dire quelque chose, mais pour beaucoup, pas forcément encore, Euh, par exemple. ouais, alors je suis intervenue dans des collèges et des lycées. C'est pas ce que je préfère, très honnêtement, parce que je trouve que les jeunes hommes, en fait, je reçois les mêmes, je veux dire les mêmes attaques aussi parce que je suis une femme, même venant de jeunes hommes, et ils vont être vachement dans la provocation. Et ils vont pas forcément écouter mes réponses, ce sera vraiment qu'est-ce qu'ils auront pu dire qui aura fait à la fois marrer leurs copains ou essayer là aussi de trouver la faille. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit une question d'âge. Les jeunes, je vois qu'ils sont très au courant parce qu'il y a les réseaux sociaux, de tout le vocabulaire autour des questions d'égalité entre les filles et les garçons, des questions de genre, des questions... Mais enfin, c'est mon expérience hein, là, dans les collèges et les lycées. Je ne les trouve pas plus déconstruits que leurs homologues voilà, qui seraient un peu plus âgés. Même au contraire, je préfère être face à des hommes un peu plus âgés que des jeunes. En fait. Ah, moi, à titre personnel, j'essaye de développer une certaine intransigeance vis-à-vis des propos que je peux entendre de mes camarades masculins. Après, elle va pas s'exprimer de la même façon selon qu'on est sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, je n'hésite plus à être rugueux, voire très rugueux, voire cassant. Déjà, ça me détend. Ensuite, parce que là, la stratégie, c'est finalement d'instrumentaliser les types qui viennent contredire de façon, enfin, sans aucun intérêt. Parce que, de façon un peu systématique, ils aiment bien rentrer dans l'art d'une femme qui s'exprime. Donc ceux-là, on les sent tout de suite, on les voit tout de suite. Donc là, je tape dur, parce que ce qui m'intéresse, c'est mon public finalement. C'est quels sont les gens qui regardent mes commentaires. Il y a deux catégories. Il y a les femmes militantes qui du coup se sentent soutenues. Ça les énergise, c'est bête, mais c'est un petit message sympa à envoyer. Mm. Et puis il y a tous les autres, c'est mes alliés là, silencieux, qui pour l'instant restent dans leur coin, qu'osent pas s'exprimer. Finalement, ça me permet à la fois de montrer qu'on peut s'exprimer et de déployer des arguments. Quand j'ai un peu le temps, je déploie des arguments. Parce que bah ça fait, finalement, je contribue à ma petite mesure à l'éducation d'autres hommes alliés qui à un moment donné vont avec leurs petits doigts là commencer à oser monter sur le truc et s'opposer. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça choque. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est cela que je vais chercher pour les outiller, pour qu'ils acceptent de s'exprimer et de passer à l'action de façon visible. J'ai les mêmes réactions que Lucide pour ce qui est d'intervenir en collège et lycée. Moi, on m'a demandé plusieurs fois, à chaque fois j'y suis allé. J'ai beaucoup de difficultés parce qu'effectivement, alors déjà l'école et le lycée, c'est des mauvais souvenirs pour moi. Et ensuite, il y a toujours beaucoup de bravade. Finalement, vraiment, bravo les profs. Ouais. Bravo les Ah, profs. mais vraiment. Il faut intervenir en Ouais. collège et en lycée Ouais. pour se rendre compte de, Ouais. Ils ont un courage de dingue. et de la Ouais. résistance et de Ouais. l'énergie. Parce que pour arriver à jouer avec ces mécaniques collectives pourraves, moi, j'ai pas le courage, quoi. Donc, je continue d'intervenir sur demande, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose, non pas parce que ça sert à rien d'intervenir en lycée, mais parce que vraiment, j'estime pas avoir les compétences pour le faire. Il faut avoir un set de compétences que j'ai pas du tout. Mm. Alors, je vous raconte juste une petite blague, c'est qu'hier soir, j'étais donc à Paris, puisque nous sommes à Paris, et je suis allée écouter Marie Robert, et elle disait qu'à chaque fois qu'elle avait une inquiétude, quand elle avait un peu peur de sa légitimité ou de comment est-ce qu'elle allait s'exprimer face à un public, elle se rappelle toujours qu'il n'y a rien de pire que d'enseigner dans une classe de 5e. Ouais. Parce qu'elle nous Mais c'est un Je très pense bon... que ça a Ouais. l'air d'être collectif, Mm. c'est un peu dommage, mais moi je me dis, ça doit être difficile, mais
peut-être malgré tout que sans s'en rendre compte, il y a une graine qui a été plantée et qui, plus tard, quand l'adolescence et la crise identitaire sera un peu Mm. passée, permettra qu'elle germe au bon moment finalement et qu'après vous aurez des alliés plus faciles à convaincre que des personnes. Mais je pense que peut-être il faut pas y aller seul face à une classe. Mm. Moi, je dirais. Alors, il y a le fait de pas y aller seul, et après, il y a deux familles, finalement, de connaissances qui engagent les hommes. Il y a, oui, la rationalité, il y a l'empathie aussi. Mm. Il y a un truc qui marche pas mal vis-à-vis des jeunes, c'est de les faire réfléchir aux femmes qui sont autour d'eux, Mm. leur mère, Mm. leur sœur, etc. Là, ils sont un peu moins dans la bravade, Mm. parce qu'ils peuvent être un peu plus nombreux à se rendre compte que, ouais, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas très enviables Ouais. dans la vie de leur mère ou des choses Ouais. comme ça. Donc, mais honnêtement, j'ai pas réussi à creuser plus. Une chose est sûre, c'est que pour l'instant, c'est un champ de bataille qui est pas franchement gagné, mais qui est gagné par les masculins. Parce que, en revanche, il y a beaucoup d'hommes qui s'adressent à ces jeunes hommes dans l'intimité de leurs réseaux sociaux, en leur remplissant la tête de messages extrêmement tordus et misogynes. Il y a une sphère masculine énorme qui est sous-marine, qui est celle des coachs en séduction, qui vient répondre à une aspiration profonde des jeunes hommes, c'est ils ont de plus en plus de difficultés à séduire des filles et des femmes, parce que la société se polarise, les jeunes filles deviennent de plus en plus conscientes des enjeux féministes, et eux, du coup, ils ont du mal à choper. On comprend les jeunes femmes en question. Et du coup, il y a plein de gars qui récupèrent cette frustration et qui leur truffent l'esprit de concepts extrêmement toxiques. Donc, moi, j'y réfléchis en ce moment à comment venir apporter de la contre-attaque dans cet espace-là. Pour l'instant, j'ai pas de solution. Ouais, sujet abordé dans la fameuse série Adolescence, Ouais. qui Tout est à un fait. petit peu waouh. Moi, je me suis pris une grande claque. Hein. Ah Je oui. n'imaginais pas que c'était à ce point. Je savais pour le suicide des jeunes à cause des réseaux sociaux qui est en train d'exploser. Il y a des choses qu'on mesure, mais tu vois, à l'inverse, en étant une femme, bon, d'un certain âge, mais je me rendais pas compte de la souffrance des jeunes hommes aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. Mais on voit la partie émergée de l'iceberg avec Andrew Tate, par exemple, qui est un influenceur masculiniste qui a des millions et des millions de followers et à qui ça fait gagner beaucoup d'argent. La prison, qui est accusé de traite d'êtres humains, etc. Donc c'est vraiment un affreux bonhomme, qui a été réhabilité par Donald Trump, etc. Donc il y a bien une internationale du masculinisme dont on entend parler tout le temps. Mais cette internationale, elle s'exprime aussi de façon plus discrète, plus sous-marine, mais je pense extrêmement massive, et que dont nos jeunes garçons sont abreuvés quotidiennement. Oui, et ne pas perdre de vue que si les hommes souffrent, c'est pas à cause des femmes et c'est pas à cause du féminisme, hein. Parce que ce sont enfin, c'est le propos de Olivia Gazaleh, là, dans son livre Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Ouais. Elle le dit bien. La virilité est un piège pour les hommes. Parce que prouver sans cesse qu'on est fort, moralement, physiquement, ça a des coûts très concrets sur l'espérance de vie des hommes, par exemple, quand ils vont prendre des risques. Enfin voilà, il faut bien comprendre que les hommes ont intérêt à sortir de ces schémas virilistes dans lesquels ils se sont eux-mêmes mis. Merci pour cet éclairage, c'est important. Et moi, j'essaye à mon niveau de vous permettre de vous laisser la parole pour diffuser aussi ces informations parce que je suis pas certaine que tout le monde y ait encore vraiment accès. Et dans la foulée, j'avais envie de vous demander, est-ce que l'un et l'autre, dans ce que vous avez mis en place, vos démarches diverses et variées, est-ce que vous avez eu l'impression quand même qu'il y a eu des changements concrets que vous avez pu observer? Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous auriez oui, soit une histoire particulière, soit un chiffre, je sais qui les adore, à donner, à partager ou pas? Alors moi, le résultat le plus probant qu'il y a eu depuis la sortie de mon livre, c'est la sécurité routière. Parce que quand mon livre est sorti à l'époque, il y a 4 ans, je consacrais un chapitre à la sécurité routière en disant que jusque-là, il faisait des campagnes sur l'alcool au volant, la vitesse au volant, mais sans jamais dire que dans l'immense majorité des cas, les personnes qui conduisent en état d'ébriété ou qui dépassent les limitations de vitesse sont des hommes. Donc en fait, il ne visait pas les véritables origines, les causes en fait des accidents.
Et là, il y a 2 ans, donc la sécurité routière a fait sa première campagne en prenant en compte ces chiffres. Donc la première, elle portait sur le taux de mortalité. Donc 78% des morts sur la route sont des hommes. Donc là aussi, hein, le coût de la virilité pour les hommes, voilà. Et puis l'année dernière, une campagne qui s'est intitulée Conduisez comme une femme. Conduisez comme une femme. Voilà, alors moi j'aurais envie de dire conduisez-vous tout court comme une femme. On vivrait dans une autre société, j'ai envie de dire bien plus riche et plus apaisée. Et puis aussi parce que ça fait quand même plaisir. Hein. Nous, on a bien pris cher avec cette histoire de femme au volant, mort au tournant. Ouais. Mais en fait, c'est plus virilité au volant, mort au tournant. Donc, ce que je trouve important, c'est que c'est la première fois que c'est un organisme étatique qui lutte contre la violence, là en l'occurrence la violence routière, qui s'est emparé de ces statistiques et qui a anglais bah voilà, sa communication et ses politiques à venir voilà, avec cette question de différentiel homme-femme et taux de responsabilité. Donc faisons-le pour tous les autres types de violences. Voilà quelque chose de concret. Et toi, Sébastien? Moi, j'ai vu un changement très net, enfin très net, progressif, mais net. Il y a, quand j'ai sorti mon livre, ça devait être en 2015-16, quelque chose comme ça, quand j'en parlais, surtout à des hommes, ils me regardaient, ils me souriaient poliment et ils partaient la queue basse, si j'ose dire. Là où aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors, je pense que mon discours a changé aussi, mais pas que. Où j'ai des gars qui reviennent vers moi, qui s'intéressent, qui viennent me poser des questions, qui viennent creuser le sujet, qui viennent me dire moi aussi je suis pas à l'aise dans cette situation-là, j'ai fait des trucs, je me rends compte que c'était de la merde, je me rends compte que j'ai des réflexes qui sont débiles, je commence à comprendre quels sont les enjeux de la culture du viol, etc. Donc il y a un changement, c'est un changement à bas bruit, c'est sûr. Mais c'est un changement. C'est-à-dire que il existe plus d'hommes aujourd'hui qu'il y a 10 ans qui se sentent concernés par le problème. Alors, on peut trouver que c'est lent, je trouve que c'est lent, mais c'est encourageant. Et je pense qu'il va y avoir un effet, à un moment donné, il va y avoir un effet boule de neige. Quand de plus en plus d'hommes vont se rendre compte ce qu'ils ont à gagner dans cette histoire-là. Parce que oui, une société plus apaisée, mais oui, un moi plus apaisé, oui, une vie plus apaisée. Ça, tout le monde a envie de ça, en fait. Et c'est là qu'il faut arriver à passer cette étape de oui, être un homme aujourd'hui, quand on est mis en cause dans son identité masculine, c'est inconfortable, mais c'est normal, il faut en passer par là, il y a des trucs à péter, et autant y aller parce que après ce sera mieux. À chacun d'entre vous, je voulais demander quel a été le ratio coût-bénéfice de vos engagements, aussi bien à titre personnel que à titre professionnel. Est-ce qu'il y a eu des choses notoires? Moi, j'ai envie de dire que je ne pourrais pas faire autre chose. Donc, peu importe le coût que ça a pour moi, la fatigue, le stress, voilà. En fait, j'ai l'impression que, pour moi, c'est un peu le féminisme et notamment changer les comportements des hommes. C'est un peu, j'ai l'impression, une mission de vie et d'avoir toujours des, même quand je suis fatiguée ou que j'ai envie de faire autre chose, j'y reviens tout le temps, en fait. Je sais pas, j'ai une espèce de centrale nucléaire comme ça à l'intérieur de moi qui produit de l'énergie sans cesse, voilà, qui me pousse à toujours aller dans cette direction. Donc oui, ça a des coûts, mais en même temps, je trouve que la cause, elle en vaut tellement la peine et que quand effectivement on voit des résultats aussi, parce que moi, il m'est arrivé plein de fois en conférence, voilà, il y a des hommes qui rentrent, je me souviens un notamment qui m'avait dit, eh bien, je ne suis plus le même là entre le moment où je suis rentrée, et je vous ai écouté, et le moment où je vais sortir. Et j'ai plein de retours ultra positifs sur mon livre. Donc ça aussi, ça me nourrit, voilà, cette force, les appuis qu'on peut avoir. Bah voilà, la rencontre avec Sébastien, par exemple, ça en fait partie. Je trouve quand même que c'est une chouette aventure, quoi. Moi, c'est bénéfice maximal, hein, ce que je disais, j'ai vraiment tout gagné. Même s'il y a des passages un peu compliqués, la propre introspection, quand on regarde son passé, quand on regarde les comportements border, voire plus qu'on a pu avoir, etc. Là, il y a un travail hein, à faire sur soi. Un travail à faire sur soi n'est pas toujours agréable. Que ça, je dirais que ça fait partie du lot. Ça fait partie des choses que nous, les hommes, devons apprendre à faire. Et puis aller chez le psy
n'a jamais ôté le moindre point de virilité à qui que ce soit. Au contraire, Tu avoir peux le, répéter, s'il te plaît? reprendre le pouvoir sur son propre psychisme, en fait. C'est pas se mettre sous le pouvoir d'un ou d'une psychologue, surtout que la plupart des psychologues sont des femmes, mais reprendre le pouvoir sur son propre psychisme, c'est comme reprendre le pouvoir sur sa machine à laver, hein. C'est que du gain de pouvoir. Donc, dès lors qu'on y réfléchit comme ça devient quelque chose de positif et qui est normalement masculin. Donc autant y aller. Ça, c'est le premier élément. Et aujourd'hui, pour nourrir ma petite centrale nucléaire, alors déjà, l'actualité pourrait suffire, hein, quand on a un président de la République qui dit que Gérard Depardieu nous rend fiers. Ça c'est bien ça, parce que moi ça me remet, c'est pas une pièce que ça me remet, hein, c'est un billet de sang quoi. Quand on a Bayrou qui dit découvrir le continent inconnu des violences que subissent les enfants, mais quelle claque quoi. Et ça me nourrit pas mal. Et j'écoute, je crois que je dois écouter 3 ou 4 heures de podcast féministes par semaine, dans lequel il y a beaucoup de témoignages de violences subies, etc. Et ça attise ma colère. Ça remet du charbon dans la machine. Donc tout ça voilà, me permet d'avoir toute cette énergie que je consacre. Et effectivement, comme Lucille, aujourd'hui, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que une fois que le dentifrice est sorti du tube, on peut plus le remettre, hein. Donc il faut l'étaler. Il faut l'étaler. Alors, puisqu'on en est à effectivement se mettre en action, j'aime toujours bien demander aux personnes qui interviennent sur le podcast, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer aux gens qui sont en train de nous écouter, qui auraient envie de prendre la parole, de s'exprimer sur des sujets, qu'ils soient hommes ou femmes, en sachant que, bon, effectivement, on rentre sur un terrain qui n'est pas forcément conquis. Bah moi je dirais qu'il vaut mieux avoir une centrale nucléaire. On en revient à cette centrale, mais je pense que c'est hyper important. Parce que prendre la parole, c'est pas toujours facile. On peut même sur des sujets, voilà, où on va se dire ça va être extrêmement rassembleur, très positif. En fait, il faut pas sous-estimer les retours de bâton qu'on peut se prendre. Parfois, ça peut venir, voilà, d'endroits où on ne s'y attendait pas. C'est pas anodin. Donc, je dirais qu'il faut vraiment avoir une foi absolue en ce qu'on dit et je sais pas, une espèce de confiance comme ça et de se dire je ne pourrais pas faire autre chose. Moi, je pense que ça, c'est le truc qui peut permettre de tenir face à toute l'adversité qu'on va rencontrer, même quand on pense bien faire, même sur des sujets qui sont hyper porteurs comme le féminisme, comme l'écologie, comme enfin, c'est malheureux, mais effectivement, on n'est pas, j'aime pas cette expression, mais on n'est pas chez les bisounours et ça peut être très difficile, même si on se dit que ce sont des sujets qui sont justes et qui peuvent faire du bien. Il faut pas sous-estimer la difficulté, en fait. Donc, moi, j'en reviens toujours à cette centrale nucléaire. Il faut l'avoir au fond de soi. Alors moi, j'encourage les hommes qui le souhaitent à prendre la parole, mais il y a un énorme mais, ne jamais oublier notre responsabilité. C'est-à-dire que, en tant qu'homme, quand on va prendre la parole sur le sujet, ça va être trop bien, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, on va être recouvert d'une montagne de cookies. Tout le genre qui dit ouais, t'as trop raison, etc. En plus, on va être entendu. Entendu plus que les femmes qui vont dire la même chose que nous, en mieux. Et donc là, il y a un sujet de la responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, quand on prend la parole sur le sujet, notre responsabilité, c'est de savoir très bien de quoi on parle, de savoir très bien dans quel objectif on le fait. Si c'est pour un gain de visibilité, de pouvoir, etc., c'est problématique. D'avoir travaillé. Ça, c'est vraiment le maître mot. Travailler, c'est lire, travailler sur soi, et confronter sa prise de parole à des personnes, très souvent des femmes militantes sur le sujet. Donc, moi, aujourd'hui, quand je rencontre des hommes qui ont une histoire singulière, etc., je les encourage à prendre la parole. Jérémy, Pascal, Joachim, si vous m'écoutez, c'est pas la première fois qu'on en parle. Je les encourage à prendre la parole parce qu'on a besoin d'hommes qui prennent la parole là sur le sujet, mais on a besoin d'hommes qui prennent la parole sur le sujet de façon très responsable, très documentée, très renseignée.
Là, faut avoir sa propre intransigeance là-dessus. Donc, s'il y a des hommes qui souhaitent prendre la parole, moi, je leur suggère tout simplement de me contacter. On pourra voir. Moi, dans le collectif Men at Work, on cherche des hommes parce que ce soit toujours Garcin qui raconte son histoire, c'est sympa, mais il en faut d'autres et il faut d'autres points de vue. C'est ça qui est intéressant, d'autres points de vue, d'autres histoires, parce que je veux multiplier les histoires d'hommes qui ont fait ce parcours pour plein de raisons différentes, dans plein d'articulations différentes, qui vont avoir plein de choses très différentes que moi à dire. Et on a besoin de ces mecs-là, mais je répète, pas à n'importe quelle condition. Il y a trop d'hommes qui s'expriment sur le sujet de façon trop brouillonne, sans se remettre en cause à titre personnel. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout ce que je soutiens. Oui, parce que du coup, ça crée une dissonance. Oui, ça sert à rien. Mhm. Ça devient ouais, un truc confortable, etc. Et en fait, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est des prises de parole qui agissent. Et pour ça, c'est du travail. Alors, je conclus sur une question tournée vers demain. Si l'un et l'autre, vous pouviez projeter votre voix encore plus loin, quel serait votre message essentiel pour construire une société plus égalitaire et comment est-ce que vous espérez inspirer les auditeurs d'Éclat de voix aujourd'hui à prendre part à ce changement? Moi, j'ai vraiment envie de faire partager. Ça ressemble presque à un truc sectaire, hein. Ouais, depuis que j'ai découvert la secte Moon, je suis un autre homme. Euh, mais on n'est pas un autre homme, en fait. On a plus l'impression de revenir dans ses chaussures. Moi, cette découverte, je l'ai faite, j'avais presque 50 ans. Donc, ça veut dire 50 ans de vie. Je suis hétéro, donc je vis avec des femmes, j'ai une mère, j'ai des sœurs, j'ai des amis, ES, etc. 50 ans de vie à être tranquille, à me dire que tout allait bien, parce qu'à titre personnel, j'ai jamais tapé sur une meuf et tout, et donc que tout allait très bien, etc. Donc c'est long, hein, quand même. Et pour finalement prendre conscience que non, en fait, tout allait pas bien, qu'il y a une bonne moitié de l'humanité pour qui ça allait pas bien du tout, et que j'avais un rôle à jouer là-dedans. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté, il y a ce plaisir de se redécouvrir, un rôle finalement positif dans ce système-là. Et ça, bah, c'est bon, quoi. Enfin, donc c'est ça que je cherche à faire partager. Merci Sébastien. Ben, moi, je dirais que il faut qu'on se concentre sur les garçons et les hommes. Qu'on a passé beaucoup de temps, et nous-mêmes les féministes, à mettre en avant le travail des femmes pour avoir les mêmes droits, la même place que les hommes dans la société. Et heureusement qu'on l'a fait parce que nos droits ne sont pas tombés du ciel, c'est parce qu'on s'est battu pour les avoir. Mais que maintenant, il est temps, en effet, qu'on s'intéresse aux garçons, qu'on s'intéresse aux hommes. Parce que si on ne fait pas ça, on ne coupera jamais le robinet des violences. Et à un moment, il faut qu'on agisse à la racine, qu'on investisse. Parce que là, moi, ce que je montre, c'est on gaspille des dizaines de milliards d'euros chaque année à répondre à la violence. On n'en investit pas assez pour accompagner les victimes. La Fondation des femmes qui estime qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros juste pour accompagner les victimes de violences sexuelles, on ne les a pas en France, hein. Et puis moi je dis, ben, qu'est-ce qu'on investit pour justement changer l'éducation des garçons? Aujourd'hui, pas grand-chose, voire rien du tout. Alors oui, le travail est énorme, mais en même temps, si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Donc, tournons-nous du côté des garçons, réfléchissons à quelles valeurs on leur transmet, peut-être davantage les éduquer comme les filles, voilà, parce qu'on se rend compte que quand même les femmes apportent des valeurs beaucoup plus humanistes à la société, elles sont beaucoup moins violentes, elles participent beaucoup plus à la cohésion sociale. Donc oui, bah peut-être que la boussole, ce serait davantage d'éduquer les garçons comme les filles, c'est-à-dire à travers une éducation beaucoup plus humaniste. Merci, vraiment du fond du cœur à tous les deux, merci parce que ces messages sont porteurs, vont loin, montrent l'amplitude du phénomène, mais font aussi œuvre de résilience. Je souhaite que l'Éclat de voix puisse contribuer à diffuser ce message le plus largement possible. Et en tous les cas, à chacun de vous, merci d'avoir pris le temps pour les auditeurs d'Éclat de voix. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Waouh, j'ai encore les oreilles vibrantes de ces éclats de voix percutants. Et vous? Et puis des chiffres aussi qui résonnent dans ma tête. En 2019, rapporte Lucille, une femme est morte tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 8 femmes sur 10 passent au moins 1 heure par jour à s'occuper du foyer, contre seulement 3 hommes sur 10.
Et franchement, j'ai été fan de l'alchimie entre ces deux approches. Lucille Pétavin, d'un côté, qui dissèque avec une précision presque chirurgicale les mécanismes genrés de notre société, et puis parallèlement, Sébastien Garcien, qui plonge les mains dans le cambouis vraiment de l'action quotidienne dans l'entreprise. Et ce que je retiens de cet entretien, eh bien, c'est que la parole qui transforme n'est vraiment pas un luxe réservé qu'aux militants ni aux professionnels. Elle est là, disponible, à portée de main, de bouche, de cœur, pour nous toutes et tous. Et oui, nous avons un rôle à jouer. Que vous soyez une femme qui va oser signer le pacte de sororité, un homme qui décide de ramasser les chaussettes sans attendre qu'on lui demande, un parent qui offre une poupée à son fils, un ou une collègue qui fait taire le commentaire déplacé sur la stagiaire, chaque geste compte. Pour continuer cette révolution douce mais déterminée, plongez-vous dans le coup de la virilité. Et puis aussi, le Sororité le Pacte, qu'a co-signé Lucille Pétavin. Allez lire comment Sébastien Garcin réinvente le masculin dans Le sommet de la pyramide, ou bien sur le site desconstructionshommes-blancs.com via son collectif. Toutes les références seront dans les notes de l'épisode. Et j'ai envie de dire surtout, faites aussi résonner votre propre voix, même tremblante, même hésitante. C'est comme ça que les éclats deviennent des avalanches. Et puis, comme plus on est de fous, plus on peut transmuer l'asservissement à un comportement en une libération prometteuse. Pensez à mettre des étoiles à ce podcast pour qu'il puisse être connu par le plus grand nombre. Parlez-en autour de vous, citez-le sur les réseaux sociaux, dans vos articles, commentez-le ou envoyez-moi un petit mot doux via mon site anneclairedelval.com. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite des éclats de voix. À votre avis? Mais oui, féministe!